Contrairement aux modèles de régression, en machine learning, les modèles de classification permettent de prédire des catégories, des classes. On peut en avoir deux ou plusieurs. Donc, lorsqu'on parle de modèle de classification, on fait référence à toute règle de décision qui va permettre de faire des prédictions sur des variables ayant au moins deux modalités. On va prendre un exemple classique en marketing. On a souvent besoin de modéliser ce qu'on appelle le churn, c'est-à-dire le départ d'un client ou bien le fait qu'un client va arrêter de souffrir un autre, va arrêter son contrat. Par exemple, dans les télécommunications, lorsque vous avez une puce, vous pouvez rattacher le client n'importe quel moment. On appelle ce modèle le modèle de churn. Et en général, pour pouvoir modéliser cela, on va créer une variable dans la base de données, Y, qui sera 1 si le client va partir chez le concurrent et 0 sinon. Et le modèle qui permet de prédire cela, c'est ce qu'on appelle un modèle de classification. Tout comme en régression, lorsqu'on met en place un modèle de classification, il y a deux éléments qui sont essentiels. C'est quoi la fonction de PET, c'est-à-dire la fonction qui va permettre de mesurer l'écart entre la réalité et la prédiction. Deuxième question essentielle, c'est comment j'évalue la performance de ma classification, de mon modèle. Comment je l'évalue? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des fonctions de PET qui sont adaptées lorsqu'on fait de la classification et surtout, avantages et inconvénients. On va également voir ensemble quel type de métrique vous pouvez mettre en place pour pouvoir évaluer la qualité de votre modèle de classification. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Natacha Ndiongwa, ingénieure data scientist depuis 4 ans dans le secteur financier et cette année, je me suis lancé un challenge fou qui est de partager avec vous tous les jours pendant 100 jours une nouvelle vidéo pour vous aider à passer de 0 à 1 en matière de data science. Le challenge vous intéresse? 3 choses. Abonnez-vous à la chaîne, des likes, commentez et surtout partagez pour pouvoir aider d'autres personnes à progresser dans ce secteur innovant. Maintenant que vous avez réalisé les 3 actions, on peut commencer avec le sujet de la vidéo. Quelles sont les fonctions de PET et les mesures de performance adaptées lorsqu'on fait de la classification? On commence tout de suite avec la fonction de PET. Juste pour rappel, la fonction de PET, c'est une fonction qui va permettre de mesurer l'écart entre ce que votre modèle prédit et les valeurs réellement observées dans le cadre d'un modèle de classification où on travaille sur des variables en classe avec des modalités 0, 1, 1, 2, 3, 4, on peut en avoir plusieurs. La première fonction qu'on va voir ensemble, c'est la fonction la plus utilisée en matière de classification. C'est ce qu'on appelle l'erreur de classification ou encore classification error. Ça mesure tout simplement le taux d'erreur de classification. Et comment est-ce qu'on calcule cela? C'est que votre modèle va faire des prédictions 0, 1 en fonction de la problématique. Ensuite, on va compter le nombre de fois où le modèle s'est correctement prédit. On va compter le nombre de fois où le modèle s'est trompé, c'est-à-dire il a donné des prédictions qui n'étaient pas bonnes. Par exemple, au lieu de prédire 1, il a prédit 0. Au lieu de prédire 0, il a prédit 1. On compte ce nombre de fois qu'on va diviser par le nombre d'observations totales. C'est ce qui va vous donner votre taux d'erreur. Et l'idée en machine learning, comme toujours, lorsqu'on met en place une fonction de PET, l'objectif, ce sera de la minimiser. La minimisation de cette fonction de PET permet de trouver les paramètres qui sont adéquats pour votre modélisation. Donc, la fonction de PET, c'est vraiment quelque chose de très important parce que c'est essentiel pour trouver le modèle adéquat pour votre jeu de données. Commencez toujours par identifier quelle fonction de PET je dois mettre en place. Ici, c'est le taux d'erreur. C'est bien sûr, c'est facile à comprendre et à interpréter. Mais par contre, ça ne va pas prendre en compte les distances qui peuvent exister entre les catégories. Si par exemple, vous avez des modalités qui sont ordinales, l'erreur de classification ne sera pas forcément la fonction de PET la plus adaptée parce que lorsqu'on a un ordre, il y a quand même une distance entre les modalités et c'est important d'en prendre en compte. La deuxième ou encore troisième fonction de PET que vous allez souvent rencontrer dans le cadre d'une classification, c'est ce qu'on appelle l'entropie, qui peut être soit binaire, soit multimodal, avec plusieurs modalités. Donc, on va commencer tout de suite par l'entropie croisée binaire, qui prend bien sûr deux modalités. Ça mesure tout simplement les deux entropies, mesure la distance entre la distribution de probabilité réelle et la distribution de probabilité de vos prédictions. Donc, en copie, on mesure l'écart entre la distribution de probabilité observée et la distribution de probabilité de la nouvelle prédiction. L'idée, c'est que plus le modèle est performant, plus les deux distributions de probabilité se rapprochent. Donc, on va optimiser cette fonction de telle sorte qu'on a une distance minimale. Deux métriques. Taux d'erreur, on va juste minimiser le taux d'erreur. On veut absolument que notre modèle se rapproche le mieux à la réalité. Donc, les Y prédits doivent être à peu près égales en général aux Y observés. Mesure de la distance en termes d'entropie, on veut que les prédictions aient la même distribution de probabilité que les valeur réelle. Par contre, l'inconvénient de l'entropie, c'est que c'est pas très adapté si votre jeu de données est complètement déséquilibré. Après, on va voir ensemble plus tard comment est-ce qu'on prend en compte le déséquilibre dans un jeu de données en classification.
Une fois qu'on a identifié la fonction de perte, on a identifié l'algorithme nécessaire pour pouvoir l'optimiser. La prochaine étape, ce sera de dire, est-ce que le modèle que j'ai développé est performant? La première mesure de performance en classification, c'est ce qu'on appelle la précision. Qu'est-ce que la précision? Ici, j'ai mentionné ça ici. La précision, c'est tout simplement la mesure de la proportion de vrais positifs parmi toutes les prédictions positives. En gros, si par exemple, vous avez prédit une variable qui vaut 0, 1, prédiction positive, c'est 1. Parmi toutes les prédictions positives de 1, quelle est la proportion de bons classements? Donc, c'est tout simplement le nombre de prédictions correctes par le modèle divisé par l'ensemble des prédictions positives de votre base de données globale. L'avantage de la précision, c'est que c'est très utile lorsque les faux positifs ont des conséquences très graves, donc on veut les minimiser. On veut absolument que la prédiction correcte soit importante. Mais par contre, ce n'est pas très adapté si votre jeu de données est déséquilibré. La deuxième métrique de performance en classification, c'est ce qu'on appelle le rappel ou encore le recall. Ça mesure tout simplement la proportion de vrais positifs parmi toutes les observations positives. Donc, il y a une nuance ici. Précision, c'est la mesure de la proportion de vrais positifs parmi toutes les prédictions positives. Donc, précision, on va diviser les vrais positifs par l'ensemble des prédictions positives. Donc, on veut absolument que les prédictions positives soient proches du nombre de positifs réels. Par contre, le rappel, c'est plutôt l'ensemble des vrais positifs, c'est-à-dire l'ensemble des individus que le modèle a classés comme positifs et qui étaient réellement positifs, divisé par l'ensemble des observations positives. C'est également utile lorsque les faux positifs ont des conséquences très graves et par contre, ça peut être trompeur si le jeu de données est déséquilibré. Si votre jeu de données est déséquilibré, la mesure que vous pouvez utiliser, c'est ce qu'on appelle le F1 score ici, qui va tout simplement mesurer un certain équilibre entre la précision et le rappel. J'ai mis la fonction ici, la formule ici, 2 fois précision fois le rappel divisé par la précision plus le rappel. Donc, c'est utile si les jeux de données sont déséquilibrés, mais par contre, ça peut être biaisé si la précision ou le rappel est plus important l'un que l'autre. Donc, ça peut être biaisé dans ce contexte. De performance que vous pouvez avoir en classification, c'est ce qu'on appelle la matrice de confusion. C'est quoi la matrice de confusion? C'est ce tableau qui va répertorier les prédictions des classes correctes et incorrectes. C'est-à-dire, par exemple, vous aurez les taux de vrais positifs, c'est-à-dire l'ensemble des individus qui ont été prédits positifs et qui étaient réellement positifs. Dans le cas du churn, l'ensemble des individus qui vont aller chez le concurrent et qui sont réellement partis chez le concurrent. Vous aurez les taux de vrais négatifs, par exemple, l'ensemble des clients qui sont restés sur l'offre et qui a été prédit par le modèle comme étant des clients qui vont rester sur l'offre. Donc, vous avez taux de vrais positifs, taux de faux positifs, etc. dans la matrice de confusion. Donc, c'est utile dans les modèles de classification. Mais par contre, l'inconvénient de la matrice de confusion, c'est que ça ne vous donne pas une vision globale des performances de votre modèle. En général, lorsqu'on fait de la classification, on travaille sur des modèles de probabilité en fait. Et lorsqu'on a une probabilité infinie, il faut qu'on choisisse un seuil à partir duquel un individu sera positif ou négatif, entre guillemets. Et malheureusement, la matrice de confusion vous donne la vision du modèle pour un seul seuil. Pour pouvoir avoir une généralisation pour tous les seuils possibles, il y a ce qu'on appelle l'AUC, la courbe Hopf. AUC, c'est R sur la courbe Hopf. Donc, ça va mesurer la capacité de votre modèle à distinguer les positifs et les négatifs. On fera une vidéo dédiée où je vais vous expliquer étape par étape comment est-ce qu'on construit une courbe Hopf, comment est-ce qu'on l'interprète. Mais retenez juste que lorsque l'AUC est supérieur à 50%, votre modèle fait mieux que le hasard et vous pouvez l'interpréter. Idéalement, on doit avoir des AUC qui se rapprochent des 80%. Ici, j'ai mentionné que ça ne convient pas au problème de classification multiclasse, mais il y a ce qu'on appelle l'AUC généralisé qui peut être adapté lorsqu'on a plusieurs classes. Dernier indicateur que j'ai mentionné ici, c'est ce qu'on appelle le Gini. C'est juste une autre version de l'AUC. Gini, c'est ce qu'on appelle l'accuracy, c'est 2 fois AUC-1. Donc, ça mesure également la qualité de votre classement binaire. Et en général, lorsque le Gini est supérieur à 0, mieux votre modèle est. Pour résumer, 3 points essentiels à retenir de cette vidéo. Premier point, en classification, les fonctions de perte adaptées sont le taux d'erreur et l'entropie qui mesure la différence entre la distribution de probabilité observée et la distribution de probabilité prédite. Premier point. Deuxième point, en termes de mesure de performance dans la classification, vous pouvez mettre en place soit la précision, le recall F1 score qui est un jeu d'équilibre entre les deux, et le F1 score est adapté lorsque vous avez des jeux de données déséquilibrés, c'est-à-dire il y a une classe qui est largement
majoritaire dans votre base de données. Vous avez la matrice de confusion qui est adaptée pour un seul seuil précis. Vous généralisez cette matrice avec ce qu'on appelle la courbe Hopf et l'AUC vous permet de voir la qualité de projection, de prédiction de votre modèle. Et l'AUC doit être supérieur à 50%, plus c'est proche de 80%, mieux c'est. Gini, accuracy supérieure à 0. Voilà les points qu'on a vus ensemble. Si vous souhaitez avoir les mêmes informations sur les régressions, regardez cette vidéo. Vous pouvez connaître les 4 questions que vous devez vous poser lorsque vous commencez en mode machine learning. À chaque fois, regardez cette vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous demain pour la suite de ce challenge. Bye!